ou dans les nids des autres, mais en général, c'est plutôt exceptionnel. Ces oiseaux-là, on ne les appelle pas bizarres, mais rares, mais ils appartiennent à des espèces bien déterminées. Mais supposons que vous ayez des oiseaux plus ou moins normaux. Des oiseaux, ça se dit normal. Et que vous voulez construire vos nids. Là, ce n'est pas tellement compliqué. On peut même dire que c'est programmé. D'abord, vous allez à la recherche d'une belle branche dans les serres de laquelle vous trouverez un abri qui peut vous servir de base à vos projets. Base, oui, sous-sol, pour la construction de votre nid, mais aussi camp de base pour votre fournissage, c'est-à-dire en tant qu'oiseau pour votre vie. Après, vous commencez la construction de votre nid. Ça va de soi. Il ne faut pas tenir compte, par exemple, de prescriptions, ni d'exigences ou de restreintes d'aménagement du territoire que vous impose l'extérieur et comme par loi vos congénères. Il n'y a pas question chez les oiseaux de loi qui ne soient pas de la nature. Aucun autre oiseau ne vous chantera quoi faire, ni comment, dans quelle marche, ni pourquoi. À la fin, après quelques querelles, vous connaissez ça, ça revient chaque printemps de chaque année à votre insu, après quelques querelles éventuelles avec d'autres oiseaux, ô combien à vous semblables, querelles de prestations, de prestance, de territoire, femelles, de séduction ou de pouvoir, vous arrivez sans trop de peine à votre ponte. Moi, à la mienne, c'est-à-dire que toute cette problématique de plénitude, de rivalité, de prestation et de prestance, en bref, cette problématique de l'imaginaire, ce que recouvre le vecteur sexuel S, et cette problématique de la loi et du manque et de référence aux tiers si absentes chez les oiseaux, le symbolique, recouvert en gros par P, forme le fondement de notre existence. Revenons à la vie quotidienne et dans notre champ de travail. C'est dans ces fondements qu'elle est la plus manifestement infiltrée par l'aliénation sociale. Qu'est-ce qu'il y en a de l'incidence des avatars des vecteurs S et P qui fondent notre être là? Je laisse la question ouverte quant au vecteur P. Il faut revenir là-dessus, je suppose, quand même. Elle est à inventer, à négocier. On pourrait certainement la développer en rapport avec la possibilité de mettre en place, à travers la vie quotidienne, des instances et des institutions, le club thérapeutique par exemple, et autres. Une grille de différences temporaires négociées et négociables. Quant au vecteur S, on peut dire qu'il incarne à partir de la perversion qui est sa condition de maladie, la dimension instrumentale pratique, technique, technocratique, à la surbasse violence de notre présence dans la vie quotidienne. On la retrouve par exemple lorsque je vais nommer le procédural. C'est ici encore un paradoxe, on ne peut que survivre dedans, et en même temps pour exister, nous ne pouvons que résister. Mais résister comment? Ce serait à discuter. Dans un hôpital psychiatrique régional à quelques dizaines de kilomètres d'ici, c'est un copain de longue date qui, comme infirmier, a pu tenir là presque un an. C'est un héros. Dans cet hôpital, on a pour gérer la vie quotidienne, je les ai comptés, 129 procédures. Je vais en donner un échantillon. Procédure d'inscription de patients partageant à la natation. Procédure d'inscription du personnel accompagnant les patients partageant à la natation. Procédure en cas d'accident. Procédure isolation. Ça, vous devez quand même connaître. Procédure puce, procédure GAL, procédure repas visiteur. Et c'est mentionné, on est prié d'éviter au plus possible ces procédures. Procédure d'accueil, procédure d'essai, procédure de suicidalité, procédure suicide. Ici, ce langage paralysant, ça paralyse toute possibilité de risque de mouvement de la vie quotidienne. Imaginez-vous que quelqu'un se suicide sans que soit parcouru avant la procédure de prévention. C'est une faute grave et ce n'est pas une caricature. La liste des procédures continue comme ça jusque dans le tragique de l'absurde. Et ces procédures, elles se déguisent dans la vie quotidienne et se couvrent de mots de bonne volonté, de mots sortants de ce que le docteur Houry nomme dans l'animation du service des biens.
Vous êtes curieux comment un atelier cuisine nommé session de thérapie cuisine, comment ça se procéduralise? Je vous lis quelques extraits de son décret. C'est la deuxième révision, elle date de 2020, et il est explicitement mentionné que la version sur l'intranet de l'hôpital, c'est la seule valable. Vous sentez que ça rend parade l'imaginaire. Je vous assure que c'est une procédure simple et banale. Il ne faut que, avant de bouger, remplir 4 formulaires ou documents, je cite de la dite procédure. 1. Domaine d'application. Ce document concerne toutes les demandes de sessions thérapeutiques cuisine des services d'ergothérapie liés aux services 6,1, 10 et 4. 2. Définition. A. Thérapie cuisine. Une activité thérapeutique où de petits groupes de patients sous accompagnement vont préparer leur propre repas. B. Localisation. Cuisine dans les locaux du service ergo ou cuisine de service. 3. Responsabilité et compétences. Composition de la liste des participants. Ergothérapeute sur indication de l'équipe soignante, au maximum 6 participants. B. Transmission de la liste des participants. Le chef du service d'ergothérapie centralise la liste et la transmet à la cuisine. Il retransmet une copie au service concerné. C. Préparation des nourritures demandées, cuisine. D. Livraison des marchandises. Le service technique avant 9h30. Les marchandises seront accompagnées d'un formulaire interne session thérapeutique cuisine. À ce formulaire seront attachées les fiches individuelles des participants, etc. Je coupe ici, ça devient vite monotone. C'est d'ailleurs remarquable que dans maintes procédures, on est renvoyé à d'autres procédures qu'il faut ouvrir et appliquer avant de savoir continuer. Il y a une sorte de complémentarité, mais comment aliénante et comment aliénée. C'est les fils d'un raid d'araignée. Comment trouver à résister, à travailler dans une vie quotidienne dont les fondements sont tellement manipulés et cadencés. En guise de conclusion, précaire et tout, ouvrir ce fric qui va concrétiser et insérer sur la clinique. Comment, dans la dite triade que j'ai essayé de vous esquisser, comment y situer l'origine de la vie quotidienne? Eh bien, je vous invite à la chercher dans cette question et dans ce primordial questionnement éthique et personnel dans notre travail qui se condense en qu'est-ce que je fous là? Là, dans cette vie quotidienne, en psychiatrie, comme dans ma vie. Je vous remercie.